Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et déjà dans un premier temps, je tenais à m'excuser pour le bazar un petit peu derrière moi. Je suis en train de vider complètement mes bibliothèques. Je vous expliquerai un petit peu cette démarche dans un vlog, le prochain vlog en fait qui arrive, qui sera consacré au week-end à 1000 que je me suis prévu ce week-end-ci et je ferai une petite aparté où je vous expliquerai un petit peu cette démarche de tri. Aujourd'hui je voulais répondre à une question que vous me posez assez régulièrement sur Instagram et qui est comment annoter ses livres ou comment moi j'annote mes livres. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de répondre en vidéo, déjà peut-être de vous présenter le matériel que j'utilise même s'il n'y a absolument rien d'exceptionnel et par la suite vous expliquer à quoi me servent ces notes, comment je les exploite, ce que j'en fais et pourquoi j'ai cette volonté à un moment donné quand je lis d'annoter. Je vais commencer par le matériel, je vous expliquerai ensuite la démarche et ensuite on regardera de façon très factuelle, à même les livres, comment je les annote, quels sont les choix que je fais en sachant que ça varie énormément d'un livre à l'autre, ça varie aussi énormément en fonction de si c'est un young adulte ou si c'est un roman classique, donc je vous expliquerai tout en temps et en heure. Pour le matériel, j'utilise pas mal de choses différentes. Je tiens à dire que je ne suis absolument pas un exemple de ce côté-là parce que autant je fais attention sur plein de choses au niveau de ma consommation, mais c'est vrai que voilà, enfin, je suis vraiment collectionneuse de post-it. J'ai toutes sortes de couleurs. Je ne vous les ai pas tous sortis, mais j'en ai aussi des fluos classiques qui sont vraiment de la marque Post-it. Ceux-là, je les ai pris sur Amazon et c'est vrai que j'aurais pu carrément faire autrement. Que c'est pas très responsable, pas très écologique, donc je ne vous encourage pas à faire de même. Voilà, c'était une impulsion, un craquage parce que je les ai trouvés très esthétiques mais aussi très pratiques puisque je pouvais écrire directement sur les post-it même si finalement je n'ai pas du tout exploité cette possibilité. Voilà, donc vous avez tout un tas de couleurs, vous avez des nuances en fait, donc d'un côté les nuances pastel et d'un côté les nuances plus foncées. Ça c'est mon premier outil essentiel et c'est le premier que j'ai utilisé lorsque j'ai commencé à annoter mes livres. Je vous préviens, je vais faire que toucher mes cheveux dans cette vidéo parce qu'il fait 40 degrés. Voilà, donc l'utilisation des post-it, elle varie d'un livre à l'autre évidemment. J'en fais pas la même utilisation. Très souvent, vu qu'il y a beaucoup de choix au niveau des couleurs, j'essaie d'en utiliser sur les classiques par exemple, sur les psychologies des personnages par exemple. Donc tel personnage va correspondre à telle couleur, ce qui va m'aider. Mais je vous expliquerai ça après. Là, le premier outil, mais vraiment essentiel pour moi quand j'annote mes livres, ce sont les post-it. Ensuite, l'autre outil qui m'est indispensable, ce sont les trombones. Donc voilà, enfin j'en ai plein, voilà, vous voyez ce que c'est qu'un trombone. J'ai tendance à découper dans mes cahiers ou sur des feuilles de brouillon des petits carrés de papier ou des rectangles, peu importe en tout cas, des papiers sur lesquels je peux me faire des annotations. Mais des annotations plus larges et plus précises que ce que je vais avoir avec le post-it. C'est-à-dire que je vais vraiment découper, je vous montre, même si j'ai dit que je ne montrerai pas tout de suite dans les livres, mais pour que vous puissiez vous faire une idée. En gros, ça donne ça. Voilà. Ce sont des moments en fait où j'ai besoin de noter quelque chose de plus conséquent, qui va prendre du coup plus de place. Et voilà, et je le mets à même le livre. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis plus récemment, mais qui vraiment est très très pratique. Voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'ai une autre utilisation, enfin, il y a autre chose qui me sert à ça, ce sont les post-it voilà, plus larges tout simplement, mais quand je n'en ai pas, je fais avec trombone et papier découpé. J'aime beaucoup cette astuce du papier découpé parce que ça me permet de recycler aussi les papiers dont je ne me sers plus, tout ce qui est brouillon, tout ce qui est fiches de cours que je n'ai pas distribuées en classe, tout ce qui est fiches sur lesquelles j'ai pris des notes mais qui sont trop peu précises ou trop brouillonnes. Bref, c'est vraiment un bon moyen de recycler tout le papier que j'ai et qui traîne parce que quand on est enseignant, on a beaucoup de feuilles partout. Donc voilà, c'est une option comme une autre. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, il y a, je fais partie des personnes, alors ça dépend les livres, mais sur mes classiques et sur mes livres en poche, de façon générale, je n'ai pas du tout peur d'utiliser des stabilos ou des stylos, tout simplement. Donc j'écris beaucoup sur mes livres. En général, je vais exploiter le surligneur. Alors souvent ça arrive quand j'ai oublié les post-it, on va pas se mentir, parce que c'est pas non plus une passion d'écrire sur mes livres.
Mais ça arrive aussi que je trouve ça plus judicieux, par exemple, pour une citation ou pour isoler complètement un pan du texte, notamment quand c'est un texte que je souhaite étudier soit en classe, soit personnellement pour moi. Ça va beaucoup me le faire dans les essais, par exemple, où je vais avoir tendance à sélectionner voilà, une partie du texte, l'encadrer, et le post-it, en fait, ne va pas me suffire, parce qu'il va, pour moi, en tout cas, représenter une partie de texte beaucoup trop brève, alors que le surligneur ou le stylo vont me permettre d'englober quelque chose de plus large, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu les outils dont je me sers en permanence. Alors pour répondre à la question de pourquoi j'annote mes livres, ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours fait, c'est quelque chose qui est venu même assez tardivement. J'ai toujours annoté mes livres de cours, par exemple lorsque j'étais en licence de philosophie, je n'avais aucun problème à prendre un crayon à papier. Par contre, j'étais encore dans cette espèce de culte du livre qu'il ne faut pas souiller, ou tout du moins pas de façon définitive. Et j'encadrais, je surlignais, j'entourais, mais ça restait très ponctuel, et surtout, je n'avais pas de code de référencement. Donc lorsque je revenais à mes notes, il y avait une absence de lisibilité pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'au moment de sélectionner des parties de texte, par exemple, c'était tout à fait cohérent dans ma tête, mais lorsque je voulais réexploiter, réemployer, et que lorsque je relisais le texte, bah, ça devenait complètement obscur pour moi, puisque j'avais soit oublié la raison de cet isolement d'une partie du texte. Je comprenais plus vraiment la démarche que j'avais. Donc très vite, j'ai dépassé ça, mais ça m'a quand même duré 3 ans, donc mes 3 années de licence, je procédais de cette façon. Et arrivé en master, je me suis rendu compte que c'était profondément dysfonctionnel comme système, et que je perdais énormément de temps dans ma recherche. Donc dans la mesure où j'étais en double master philo-littérature, je ne pouvais pas me permettre de lire et relire les mêmes ouvrages de recherche, et c'est là que j'ai commencé à vraiment exploiter le fait de mettre des notes dans mes livres, et aussi d'avoir des post-it. Des post-it qui me permettaient d'avoir un code couleur qui me permettait donc quelques semaines après ou quelques mois après, lorsque je voulais réexploiter ma lecture, de me référer à ces codes-là sans avoir à relire l'ouvrage ou à essayer de me comprendre moi-même. Enfin, même lorsque c'est nous-mêmes qui faisons les actions, on est d'accord qu'on a tendance à oublier parfois, ou à ne pas voir la cohérence qu'il y avait pour nous à un moment T dans le passé. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrivait très 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 souvent. Surtout qu'en dehors de mes lectures universitaires, j'ai toujours été une grande lectrice d'ouvrages de divertissement, on va dire. Donc ça me bloquait profondément. C'est tout ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, bah, il faut trouver un système d'organisation. Ça, c'était pour la partie vraiment scolaire. Ensuite, lorsque j'ai commencé... alors non, pas lorsque j'ai commencé Instagram, parce que j'ai commencé Instagram en licence. Plus tardivement, il y a eu un moment, en tout cas, sur Instagram, où j'ai voulu faire ça de façon plus théorique, je dirais, dans le sens où lorsque je chroniquais mes livres, j'avais besoin de retourner à des moments clés de l'ouvrage où j'avais ressenti des choses, et donc je notais ces endroits pour pouvoir les relire, ou lire les annotations que j'avais faites avant de faire une chronique. C'était quelque chose que j'aimais bien faire à un moment donné. Ça n'a pas duré longtemps, parce que c'était épuisant, vraiment, d'annoter à la fois, enfin, tous les livres de fac, les livres d'Instagram, c'était beaucoup trop. Mais c'est quelque chose que j'ai fait un moment, donc j'ai vraiment des ouvrages young adultes qui sont au moins autant annotés que des classiques. Donc, voilà, c'était... je prenais ça vraiment très au sérieux à un moment donné, même si maintenant je me suis un petit peu détachée de cette idée-là, aussi parce que je vous en ai déjà parlé brièvement dans le vlog qui est sorti sur la chaîne, mais je trouve que la littérature devient paresseuse, et mine de rien, ça me rend paresseuse moi aussi parfois. Donc, bref, voilà. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'annote mes livres, je pense, c'est pour... Alors pardon, il en reste deux. On va rester dans le domaine un petit peu pro, pour l'école en fait, tout simplement. Quand je lis un texte que je trouve intéressant, ou un passage dans un classique, pas que d'ailleurs, mais majoritairement dans des classiques, que je me vois bien exploiter en cours pour une notion, ou parce que je le trouve très bien pour découvrir la plume d'un auteur ou les engagements d'un auteur, je n'hésite pas en fait à isoler le texte, le prendre, et même faire presque une étude de texte pour moi en fait, sur le papier, enfin sur le livre directement, pour avoir comme une esquisse déjà du raisonnement et de l'angle de vue que je vais vouloir exploiter lorsque je vais analyser ce texte avec des élèves par exemple.
Voilà, ça c'est la dimension un peu plus pro qui est peut-être nettement moins intéressante, mais qui est celle que j'utilise le plus en fait lorsque je lis des classiques. Je pense que c'est tout pour la partie professionnelle. Et pour la partie purement personnelle et très sensible de ma vie de lectrice, je note systématiquement les passages qui m'ont bouleversée. Donc il arrive que sur un ouvrage, je n'ai qu'une partie qui soit annotée, ou je n'ai qu'un événement, qu'une action, parce que cette action va vraiment pour moi avoir marqué un tournant, un cap dans le livre, ou avoir eu un impact très fort sur moi. Ça arrive très souvent en young adulte, ça, sur une saga par exemple, où il y a un moment, il arrive quelque chose de très fort à un personnage, et je vais avoir besoin en fait parfois de retourner à ce moment-là. Alors ça me le fait pas avec toutes les sagas, qu'on soit clair, mais avec mes sagas un petit peu cultes et coup de cœur, même si maintenant je me sépare de tout, voilà, il y a des moments où j'ai eu ce besoin en fait de pouvoir retourner au texte, retourner à la page exacte sans avoir à chercher pendant des heures et des heures. Bon, maintenant que je vous ai fait beaucoup de blabla, je vais passer un petit peu je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. La première chose que je vais vous montrer, c'est un des premiers ouvrages que j'ai vraiment annoté. Alors il est dans une édition absolument horrible, et il est très annoté. Il s'agit de mon exemplaire de Madame Bovary. C'est l'exemplaire sur lequel j'ai travaillé lorsque j'ai fait mon mémoire en M1 en littérature sur l'ennui chez Madame Bovary. Enfin, l'ennui de Madame Bovary, dans Madame Bovary. Voilà, donc ça, ce sont des annotations type recherche, c'est-à-dire que, et encore à l'époque, j'étais pas très organisée comme vous allez pouvoir le voir. Donc je n'avais qu'un seul type de post-it, qui sont ces post-it roses là, qui ne sont pas terribles d'ailleurs, qui me permettaient donc apparemment de noter absolument tout, hein, qu'on soit clair. Et dans cet ouvrage, il y a un code couleur, puisque comme vous pouvez voir là, il y a du rose, là il y a du orange, j'ai vu qu'il y avait du bleu, là il y a du bleu, voilà. Donc il y a un code couleur, sauf que ce code couleur n'est pas référencé dans l'ouvrage. Certainement que je l'avais référencé sur mes feuilles de recherche, mais en tout cas je ne sais plus vraiment à quoi ça renvoie. Et puis cet ouvrage là, je le garde, enfin il a toute une je sais pas comment dire, tout un côté émotion en fait, symbolique. Voilà, c'est un ouvrage auquel je suis très attachée parce que j'ai travaillé dessus pendant X temps, et puis Madame Bovary est mon livre préféré en dehors de ça, donc évidemment j'ai envie de le garder. Voilà, les annotations n'étaient pas encore très claires à cette époque-là, mais en plus je sélectionnais vraiment, vous voyez, des grandes parties, donc c'était encore l'esquisse un petit peu de ma maladie, de ma psychorigidité en matière d'annotation des livres. Pour rester chez Flaubert, l'éducation sentimentale, que j'ai lu la même année, mais quelques mois après Madame Bovary, donc toujours l'année de mon mémoire de recherche en M1, il y a des annotations. C'était une relecture, donc ce qui explique, j'ai du mal à parler aujourd'hui, ce qui explique que seulement une partie de l'ouvrage est annotée, puisque je n'avais pas eu le temps de terminer ma relecture, donc j'avais relu 250 pages. Mais là, pour le coup, il y a un code couleur. Donc le bleu, je vais vous montrer. Alors par contre, je doublais à cette époque-là, c'est-à-dire que je surlignais en même temps que que je mettais les post-it, mais au moins c'était très lisible. Donc en bleu, c'était justement toutes les occurrences à ce sentiment d'ennui sur lequel je travaillais, que j'avais voulu élargir peut-être à toute la littérature de Flaubert, puisque c'est un sentiment qui est très présent à la fois dans l'éducation sentimentale avec Frédéric, dans Madame Bovary avec Emma, mais aussi même dans Bouvard et Pécuchet par exemple. Donc voilà, j'avais voulu élargir un petit peu, faire une forme d'ouverture dans mon mémoire, ce qui fait que j'avais travaillé ce sentiment d'ennui. Tout ce qui était annoté en rose concernait les lieux parisiens, et j'avais eu cette espèce je suis dans une phase de ma vie où j'avais très envie de faire des espèces de pèlerinages en fait sur les traces des auteurs, donc voilà, j'avais annoté ça de cette façon. Les post-it orange, ça me permettait de voir les moments. Alors c'était la psychologie de Frédéric en fait, je vais pas vous en dire plus parce que ce serait dommage, mais c'était tout ce qui me renvoyait en fait à la psychologie de Frédéric, tout simplement sa construction, sa façon d'être, et très souvent ses similitudes avec Madame Bovary. Voilà, en gros c'était un petit peu ma façon d'annoter, donc c'était déjà un peu plus précis dans le sens où il y avait plusieurs couleurs, mais c'était pas aussi précis que maintenant. Je voulais quand même vous donner un exemple en young adulte, puisque je vous ai montré que des classiques pour l'instant.
Un des ouvrages young adulte que j'ai le plus annoté, c'est Le goût amer de l'abîme, donc vous pouvez voir que c'est tout de même nettement plus raisonnable que ce que je fais avec les classiques. Pourquoi j'ai autant annoté ce roman? Parce que lorsqu'il est sorti, donc il est sorti en 2015, je l'ai trouvé merveilleux. C'est un ouvrage qui parle de schizophrénie. C'est fait d'une façon extrêmement poignante. Donc c'est Neil Shusterman, l'auteur de La Faucheuse. Je pense avoir aimé quasiment tout ce qu'a écrit Neil Shusterman, mais de très très loin, celui-ci est mon préféré. Il a écrit en compagnie de son fils qui souffre justement d'un trouble de cet ordre-là. Et c'était fascinant puisque la schizophrénie est comparée à une espèce de chute dans les abysses. Et c'était très métaphorique, vraiment divinement écrit, ou en tout cas divinement traduit. J'avais passé un très très bon moment, c'est pour ça que j'avais ressenti le besoin de l'annoter. Les moments que j'ai annotés, pour le coup, ce sont seulement ceux que j'ai particulièrement appréciés. Donc en fait, comme vous pouvez voir, la composition du roman, ce ne sont pas des chapitres à proprement parler, ce sont vraiment des parties. Et j'ai annoté les parties qui m'ont le plus chamboulée. Et la première et peut-être même la deuxième année qui ont suivi ma lecture, je ne pouvais pas m'empêcher de temps en temps d'aller picorer à l'intérieur de ce livre et de relire ces passages que j'avais relevés. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer une petite façon d'annoter les romans young adultes, même si c'est très sommaire et très simple. Et on va finir avec ma façon d'annoter aujourd'hui. Donc on fait un peu un grand écart parce que ça, c'est la façon dont j'annote aujourd'hui. Je pense que j'aurais pu vous montrer encore plus précis. D'ailleurs, je vais le faire juste après, comme ça vous verrez, avec le Père Goriot, qui est ma lecture actuelle, qui je pense est annotée d'une façon absolument... Je pense que je n'ai jamais aussi bien réussi une annotation sur un livre. Bon alors, ça peut paraître complètement anarchique, et je suis d'accord avec vous, et il est possible que ça le soit. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai tendance à relever, en fait, les personnages ou les thématiques, en fait, qui vont m'intéresser. Donc, ici, vu que c'est un des tomes des Rougon-Macquart, c'est le tome 5, il suit donc la conquête de Plassans. C'est l'histoire de Serge, en fait, qui est le fils de Marthe et du père Mouret qu'on suit dans la conquête de Plassans. Donc ça, j'avais besoin de m'en rappeler, puisque la généalogie chez Zola, c'est très intéressant et très important. Mais il arrive que parfois, j'ai des blancs, en fait, tout simplement, et que je me rappelle assez mal de qui sont les personnages, ou de quels sont leurs liens familiaux. Donc ici, j'avais juste fait une petite annotation pour me rappeler de cela. Et ensuite, j'ai donc fait les relevés. Les post-it roses concernaient, oui, le personnage de Désirée, qui est la sœur de l'abbé Mouret, qui est donc Serge, qui est le personnage principal de ce roman. Les passages en orange concernaient Albine, qui est la jeune fille qui va accompagner Serge durant le roman. La partie jaune, c'était tout ce qui concerne les femmes et la perception des femmes dans la religion, et notamment tout le culte à la Vierge Marie. Le vert, c'était le vocabulaire, c'est-à-dire les mots que je ne comprends pas et que j'ai besoin de définir. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse un jour, dans mes cahiers de lecture, je vous montrerai les cahiers que j'utilise pour justement ces mots que je ne connais pas et que je vais chercher dans le dictionnaire, que j'apprends en fait, tout simplement. Et ensuite, les post-it bleus concernaient le personnage de Serge. Donc ça, c'était la notation pour les post-it, et comme vous voyez, bon, il y en a pas mal. Ensuite, il y a ces fameuses notes à même le texte, comme ici, par exemple, ou les notes que je rajoute comme ici, et il y en a certaines qui sont très longues, hein. Vous en avez qui sont recto verso. Alors est-ce que j'en ai une à vous montrer? Recto verso, enfin, j'annote absolument partout en fait. Moi personnellement je m'y repère très bien. Maintenant c'est vrai que je conseillerais pas à quelqu'un d'aller lire sur mes exemplaires, tout simplement parce que c'est même plus... Enfin, le texte est lisible, hein, bien sûr, je ne barre rien, je fais que référencer, mais je peux tout à fait comprendre qu'on n'ait pas envie de lire un ouvrage qui est aussi... que quelqu'un s'est autant approprié, enfin à ce point approprié, dans le sens où les annotations de quelqu'un, c'est très personnel en fait. Il y a vraiment quelque chose de très intime, je trouve. Euh, et voilà, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de lire sur un exemplaire comme celui-ci. Il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais dans le cadre par exemple de La faute de l'abbé Mouret, mais de tous les Rougon-Macquart lorsque je les lis, et du père Goriot que je suis en train de lire, la notation c'est quelque chose de très actif. Bon, déjà de base, moi je pars du principe que la lecture c'est quand même une activité active qui sollicite pleinement et qui prend, mais il arrive, je pense que nous serons tous d'accord, qu'on soit un peu déconnecté de nos lectures et que ce soit une activité qui en devient en fait quelque part presque passive. Le travail d'annotation, c'est quelque chose qui force le lecteur à être présent à ce qu'il lit,
parce qu'il y a cette nécessité non seulement de compréhension, mais aussi de sélection des informations. Donc je trouve que c'est un très très bon travail, même en tant que lecteur et que en tant que récepteur, en fait, en tant que personne qui comprend la littérature à ce moment-là. Et cette activité, elle est très intéressante aussi. Je dirais que c'est une activité en plus même de la lecture, puisque c'est une phase d'appropriation. Avant de vous laisser tranquille, je vous montre juste les annotations sur le Père Goriot. Alors là, il y a eu tout un côté en plus un petit peu esthétique, puisque j'ai pris des post-it qui étaient de la même couleur que la couverture. Bref, ça a été quelque chose. Et alors là, ce que j'ai fait... Alors là, du coup, c'est l'utilisation des post-it que je vous montrais tout à l'heure, que j'ai pris sur Amazon. Pareil, donc il y a les annotations pour personnages, actions. Il y a toute une partie aussi qui est consacrée. Donc il y a dans les personnages, il y a Rastignac, c'est sûr. Ce sont les post-it gris. Il y a le Père Goriot, ce sont les post-it jaunes. Je ne peux pas encore vous montrer mes notes parce que je ne les ai pas terminées. Les parties roses, ce sont les passages avec Vautrin, qui est un personnage récurrent dans la comédie humaine. Et les post-it violets, c'est tout ce qui va s'apparenter à la philosophie un petit peu balzacienne, puisque chez Balzac, il y a toujours des passages un peu plus obscurs, un peu plus denses, que j'ai besoin d'étudier et de reprendre. Donc voilà, et il y a des post-it aussi beaucoup plus foncés, presque noirs, et c'est le vocabulaire, comme sur la faute de l'abbé Mouret, lorsque je ne comprends pas un mot, je la note. Je pense que je vous ai tout dit en ce qui concerne les annotations de mes livres. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était quelque chose d'un petit peu à part, mais que je trouve assez intéressant parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à noter mes livres, j'avais pas trop d'idées sur comment faire et en fait je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très... Bon alors au montage, je me suis rendu compte que la première phase de tournage n'avait pas fonctionné jusqu'au bout. Je pense que j'avais plus de stockage interne dans mon téléphone. Et j'ai refait une prise juste après, et là c'est le micro qui n'a pas fonctionné, donc je suis désolée s'il y a une différence de son entre les images précédentes et celles de maintenant, mais là je filme avec le son du téléphone, je ne sais pas pourquoi mon micro dysfonctionne, bref je vais pas vous faire tout un blabla autour de ça. J'étais donc en train de vous dire que je pensais que la notation c'était quelque chose de très personnel et spontané, et c'est en ça que je pense qu'il n'y a pas de règle et que je ne fais pas de la vidéo que je viens de vous faire une règle ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous présenter comment moi je fais, et je comprends qu'au premier abord il puisse y avoir quelque chose d'un petit peu impressionnant à sélectionner des passages de texte, à isoler des choses, à les prendre comme un tout, alors que pourtant elles ne sont qu'un élément qui fait partie d'un tout. Bref, tous ces éléments-là, je peux complètement les comprendre. Et j'ai choisi de se faire cette vidéo à un moment où je trouvais qu'il y avait une espèce d'essor sur Instagram avec des photos de comptes qui annotent énormément leurs livres. Et c'est vrai que d'un point de vue esthétique, moi je trouve ça très joli, je trouve que ça fait des photos très belles, mais ce que je voulais mettre en avant, c'était vraiment le fait que en fait, ça vous est propre. C'est vraiment à vous, vos annotations, elles doivent révéler votre sensibilité personnelle en tant que lecteur. Et ça, c'est le plus important à mon avis. Je comprends tout à fait qu'on puisse vouloir rendre hommage à un auteur, rendre hommage à un livre précis quand on l'a adoré. Mais faire des photos comme ça, je trouve ça formidable et vraiment magnifique. Et je suis une grande consommatrice et créatrice de contenu sur Instagram. C'est quelque chose que j'adore faire. Donc je voulais juste vous dire que ça avait quand même tout un côté un peu plus perso finalement, parce que les livres c'est quelque chose que vous conservez, et même au-delà de ça, vous partagez un morceau de vie un petit peu avec eux. Ça prend quand même du temps de lire un livre, c'est pas rien, et voilà, c'était juste pour le petit moment, je sais pas, philosophique ou réflexif sur la notation, et je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, si vous êtes d'accord avec moi sur certaines choses ou pas du tout, si vous pensez que ce que je fais, la façon dont j'annote, c'est finalement assez peu clair, que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie de vous répondre. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.